Amis, il ne nous manque plus que peu pour atteindre les 1000 abonnés. Abonnez-vous et rejoignez-nous. Car cela nous déçoit que 80% regardent sans s'abonner, nous aimerions voir votre réaction. Vous vous êtes abonné? Alors on commence. Bon visionnage. Chris, pourquoi es-tu chez toi? Demanda Angela, ma femme depuis 28 ans, en entrant par le garage et en me voyant à notre table de cuisine à moins de 10 pieds. Son corps bloquait partiellement un homme jeune et grand qui la suivait dans notre maison. Angela, toujours belle, mesure un impressionnant 1,75 m, pesant 65 kg, avec des cheveux auburn tombant sur ses épaules. Elle s'habille toujours de manière professionnelle pour le travail, et aujourd'hui, dans une blouse blanche, un bouton de trop défait, elle révélait un décolleté séduisant entre sa magnifique poitrine 38D. Une jupe en lin noir mettait en valeur ses jambes de classe mondiale, et des talons de 3 pouces modelaient parfaitement ses fesses. Après avoir brièvement contemplé la question apparemment futile d'Angela, je répliquai en disant que j'y vivais. Un petit éclat d'irritation, qui avait été de plus en plus présent ces dernières semaines, a surgi alors qu'elle s'interrogeait sur la raison de ma présence à la maison à 15h30. Je me moquais souvent de quiconque voudrait bien m'écouter que j'aimais Angela depuis notre première rencontre. Je l'ai rencontrée alors qu'elle était l'assistante administrative de 4 aux dirigeants de son entreprise. Elle m'a escorté au bureau senior pour des heures de réunion. Prenant un risque, je lui ai demandé d'aller dîner alors qu'elle me ramenait au hall, et le reste appartient à l'histoire. À ce moment-là, le compagnon d'Angie avait manœuvré autour d'elle et se tenait à ses côtés. Anticipant un sourire, j'ai été surpris de voir de l'inquiétude dans ses yeux intelligents. Clairement, les choses ne se passaient pas comme prévu. Je ne pouvais m'empêcher de demander à Angie la raison de son retour précoce à la maison, 1h30 plus tôt que prévu. Angela et moi sommes inséparables depuis notre premier rendez-vous. J'ai consacré toute mon énergie à elle et à notre famille, établissant une société de courtage d'assurance réussie. Avec l'aide de son employeur, Angela a obtenu un baccalauréat en 6 ans, passant d'un rôle de soutien à la direction des ressources humaines au bureau de l'entreprise à Hartford, dans le Connecticut. Ayant aimé Angela inconditionnellement, pendant près de 3 décennies, j'ai fait face à sa transformation avec un calme déterminé. Désirant la briser aussi efficacement qu'elle m'avait brisé, j'ai donné à Angie mon sourire tordu caractéristique, provoquant sa réponse, « Nous sommes rentrés tôt pour te parler ». J'ai interrogé Angie sur la référence collective à « nous », croisant son regard. Profitant du moment pour se présenter, son compagnon a déclaré avec confiance qu'il était Michael Browne, le nouvel avocat de Kellerman & Son, collaborant étroitement avec ONG depuis quelques mois. Malgré sa main tendue, que j'ai ignorée, et tout en maintenant un contact visuel avec Angie, j'ai évité de réagir violemment, optant pour un grondement et affirmant que je savais exactement qui il était et ce qu'il était. Pour la première fois, j'ai remarqué des signes d'inquiétude chez ma femme, et elle a tremblé lorsque j'ai mentionné ONG. Vous avez déjà menacé de graves conséquences pour quiconque vous appelait ONG. Pourquoi tolérer un tel irrespect chez vous de la part de cet individu que je désigne comme un abruti? Je pointais dans sa direction. Angie, habituellement inquiète et confuse, est une planificatrice méticuleuse. J'étais certain qu'elle et l'abruti avaient méticuleusement prévu chaque scénario possible pour cette conversation, avec chaque i pointé et chaque t croisé. Dans sa perception, j'étais déjà un homme trahi compliant. Un coup d'œil rapide à l'abruti m'a fait sourire. J'étais assez certain que son muscle sphincter se serrait, bientôt aussi serré que le mien. Une situation tumultueuse se préparait, contrairement à tout ce qu'Angie et son compagnon pouvaient imaginer. Prenant 2 ou 3 respirations profondes, j'ai essayé de repousser la colère et le dégoût grandissant dans un coin silencieux de mon cœur. Intérieurement, j'ai résolu d'aller de l'avant, pensant qu'il était temps de perturber encore leur plan. J'ai suggéré de faire 3 boissons, et proposé de discuter dans le salon. Angie a demandé un verre de vin délicat. En me tournant vers l'autre personne, il semblait méfiant. Répondant à mon offre, il a mentionné les informations d'Angela sur mon goût pour le bourbon et la bière artisanale. Acquiesçant, j'ai confirmé en me levant de la table de cuisine et en me dirigeant vers le bar du salon. En quittant la pièce, j'ai entendu des chuchotements urgents immédiats alors qu'il traversait la cuisine pour se rendre dans le salon. Quelques minutes plus tard, je les ai rejoints. Ils étaient assis ensemble sur le canapé, tendant à Angie son merlot préféré et à l'abruti un verre de bière ambrée. Je me suis installé dans un fauteuil en face d'eux. Après avoir porté mon verre en salut, j'ai pris une gorgée du liquide ardent. En retour, l'abruti a siroté sa bière, étudiant la couleur et la carbonatation.
Il a fait une remarque sur la complexité de la bière ambrée, demandant son nom. Je réponds que c'était Pabst Blue Ribbon. À la mention de la bière, les yeux de l'abruti s'illuminent de colère. Et Angie, semblant confuse, mentionna ma précédente affirmation selon laquelle Pabst Blue Ribbon était pire que l'urine de âne et considérait la pire bière jamais fabriquée. Elle était à mi-chemin de son commentaire quand elle m'a vu rire. Elle a exprimé sa frustration, affirmant que j'étais impoli et condescendant pendant ce qui était supposé être une conversation calme. J'ai répondu avec un sourire, remettant en question son accusation et suggérant que nous devions bien commencer notre conversation. J'anticipais d'apprendre à avoir une discussion polie, optimiste et aimante de la part de ma femme. Angie a grincé des dents et évité le contact visuel. S. White a pris le relais, commençant à discuter des affaires. Je l'ai interrompu. Dirigeant mon attention vers lui et lui faisant remarquer son utilisation initiale de Monsieur Harrington avant de présumer à tort de m'appeler Chris. J'ai insisté pour être appelé Monsieur Harrington. Alors que son visage commençait à rougir, j'ai conclu par un haussement d'épaule, suggérant l'alternative de m'appeler sœur. Au lieu de laisser S. White continuer, je me suis tourné vers Angie et lui ai demandé avec chaleur, interrogeant sur le sujet dont elle souhaitait parler. Lorsqu'S. White semblait prêt à répondre, je l'ai interrompu, l'informant que je m'adressais à ma femme et lui indiquant de rester là, de boire sa bière ambrée complexe et de rester silencieux. Angie, dans un état de fureur, a exprimé son mécontentement face à mon comportement cet après-midi, insistant sur le fait qu'il fallait que cela s'arrête. J'ai hoché la tête, donnant l'apparence de réfléchir à sa demande, et j'ai posé une question sur le fait de savoir si mon comportement était mieux ou pire que le sien ces 5 ou 6 dernières semaines. Angie, partiellement confuse et inquiète, a demandé des précisions. L'abruti semblait retenir son souffle, peut-être pensant que leur plan soigneusement élaboré avait déraillé. Croisant le regard d'Angie, j'ai révélé que j'étais perturbé, exprimant mon incertitude quant à ce qui m'était le plus pénible, son implication avec quelqu'un d'autre ou le fait qu'elle me traite comme un imbécile. L'expression d'Angela montrait son étonnement. Ses yeux se plissèrent, et elle, d'une voix basse, mentionna avoir plus d'amis dans mon bureau que moi. Elle avait reçu un email anonyme il y a 2 semaines, avertissant de mon prétendu adultère. L'email comprenait 3 pièces jointes me décrivant en train de faire un pique-nique au Middlewood Park, me tenant par la main et m'embrassant. Présentant des excuses pour la manière dont elle l'avait découvert, Angela était en train de réfléchir à la façon de poursuivre lorsque je l'ai interrompue, lui demandant si elle voulait un divorce. Elle a répondu négativement, se déplaçant sur le bord du canapé, se penchant en avant, reposant ses coudes sur ses genoux et exprimant passionnément son amour pour moi. Angela a précisé que son implication avec Michael n'était qu'une aventure passagère, expliquant qu'il était nouveau dans le Connecticut et n'avait pas beaucoup d'amis. Elle anticipait qu'il trouverait une petite amie régulière dès qu'il serait installé. S'excusant, elle a reconnu que la situation ne lui convenait pas, car elle avait signé pour une relation monogame avec une épouse aimante. Elle a conclu en déclarant qu'elle était désolée mais qu'un divorce s'alignerait mieux avec ses projets futurs. Angela m'a supplié de m'arrêter, exprimant son désintérêt pour un divorce et suggérant que je ressentais probablement la même chose. Elle a caractérisé son implication avec Michael comme un coup d'un soir, en soulignant que ce n'était rien de plus et que cela venait de son attraction pour lui et d'un désir d'excitation supplémentaire dans sa vie. Elle m'a assuré que cela n'était jamais arrivé auparavant et que cela serait bientôt terminé, promettant que cela ne se reproduirait plus. Après avoir pris une petite gorgée de mon bourbon, je suis resté silencieux pendant quelques instants avant de répondre. J'ai souligné que ces promesses n'avaient aucune signification et j'ai affirmé que tout le monde dans la pièce savait qu'elle mentait. Anticipant la réaction d'Angela, j'ai continué, m'interrogeant sur les raisons pour lesquelles je devrais croire que c'était sa première aventure et suggérant que cela pouvait être sa 51e. Je l'ai exhorté à réfléchir à nos efforts communs pour fonder une famille et mentionné que, avec Kelly mariée et envisageant de fonder sa propre famille, nous pourrions maintenant ralentir et planifier une retraite merveilleuse. J'ai exprimé ma conviction que dans quelques années, mon flirt avec Michael serait bien oublié. Je me suis levé de mon siège et, sans demander si quelqu'un désirait une autre boisson, je me suis dirigé vers la cuisine et ai rempli mon verre. J'étais certain que mon manque de courtoisie ne passait pas inaperçu par les 2 individus dans le salon. À mon retour, j'ai observé qu'ils s'étaient regroupés et étaient engagés dans une conversation chuchotée. L'abruti a demandé la permission de parler, demandant s'il pouvait exprimer quelques éléments. En réponse, j'ai permis qu'il prenne la parole avec une réplique dégoûtée. Après avoir rassemblé ses pensées, il a déclaré qu'Angela avait raison de qualifier leur relation d'aventure passagère.
Il a exprimé des regrets pour s'être impliqué avec une femme mariée, en soulignant que c'était quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant, reconnaissant le lien qu'il partageait, il a parlé des qualités exceptionnelles d'Angela. Tout en comprenant ma mention de divorce dans la chaleur du moment, il a mis en garde contre cela à long terme, notant les décennies que nous avions investies ensemble et conseillant de ne pas tout jeter. De plus, il a mentionné les préoccupations initiales d'Angela concernant le contrat de mariage, suggérant sa vulnérabilité en raison de son ancienneté et des changements dans le paysage juridique. Il a déclaré que sa force exécutoire était discutable, affirmant que la preuve de l'infidélité manquait. J'ai réfléchi à la façon dont ma femme était devenue si égarée alors qu'il concluait son résumé juridique. Me tournant vers Angela, je lui ai exprimé mon incapacité à comprendre son choix de demander des conseils juridiques à un avocat d'entreprise qui avait obtenu son diplôme dans le dernier quart de sa classe de l'Université de droit du Texas Southern, un établissement systématiquement classé parmi les 10 pires facultés de droit du pays. Je me suis interrogé sur la façon dont elle savait que l'abruti n'avait pas terminé, expliquant que connaître son ennemi était l'un de mes principes. Réorientant mon attention vers Angela, je lui ai demandé quel était son plan pour l'avenir. Après avoir pris quelques instants pour réfléchir, elle a révélé qu'elle et Michael passaient le week-end ensemble. Elle a détaillé leur itinéraire, mentionnant qu'elle serait chez lui cette nuit-là et qu'ils iraient à New York le lendemain. Ils prévoyaient d'y rester vendredi et samedi soir, avant qu'elle ne rentre chez elle dimanche. Bien que je sois conscient de leurs projets exacts, l'audace de la déclaration de ma femme m'a profondément attristé. J'ai exprimé ma déception, espérant qu'elle puisse percevoir la profonde tristesse dans mes yeux. J'ai souligné l'impact sur notre tradition de week-end de fuite trimestrielle à New York, remplie de souvenirs de paysages spectaculaires et d'expériences réconfortantes, telles que des pièces de Broadway primées, des concerts et des événements sportifs. J'ai transmis mes sentiments sur le fait qu'il ternissait ses souvenirs et j'ai exprimé mon inquiétude quant au changement d'Angela, la comparant à la personne avec laquelle elle était impliquée. Angela a perçu ma dévastation et a réagi en conséquence, mais j'étais trop consumé par les voix dans ma tête me poussant à tout terminer. Me tournant vers un mofo très préoccupé, j'ai lui demandé quelle avait été la réaction de sa femme à son implication avec la mienne. Angela m'a supplié de m'arrêter, expliquant que Michael était veuf et que sa femme était décédée il y a plusieurs années. Même l'abruti montrait un peu de décence, grimaçant à la dernière déclaration de ma femme. J'ai souri et m'adressé à Angela, faisant remarquer le contraste entre Michael et elle. Sans pause, j'ai demandé comment elle savait qu'elle était veuve, et Michael a confirmé à contre-séure. J'ai pris un dossier Manila dans le sac à dos à côté de ma chaise. Après l'avoir ouvert et avoir parcouru la première page, j'ai révélé des détails sur la défunte épouse de Michael, Dr. Cynthia Browne. Elle était chirurgienne aux urgences de l'hôpital Ascension-St. John's à Détroit, avec un mari, Michael, et 2 filles, Cathy et Lacey. Le document mentionnait sa démission et sa relocalisation dans la région de Hartford, dans le Connecticut, pour rejoindre son mari immédiatement après la fin de l'école de ses enfants. Malgré mon mécontentement vis-à-vis de mon mariage, je ne pouvais m'empêcher de trouver amusant le regard sur le visage d'Angela. Angela m'a confronté à la révélation, demandant si je lui avais menti. En réponse, je n'ai pas pu contenir mon rire, exprimant mon amusement face à la situation d'un traître et d'un menteur accusant l'autre de malhonnêteté. Michael s'est interposé, atteignant et prenant la main d'Angela. Juste avant que je ne puisse protester, la colère bouillonnant en moi, j'ai réalisé quelque chose de dérangeant. Je n'avais tout simplement plus l'énergie de m'en soucier. Le compagnon d'Angela ONG a commencé à s'excuser, confessant sa tromperie et professant son désir pour elle. C'était esséurant à entendre. Il se tenait là, lui tenant la main, faisant des plans pour leur avenir ensemble comme si je n'existais même pas. Après un bref moment de contemplation, Angela a pris sa main et s'est tournée vers moi en promettant de couper les liens avec Michael et de revenir à être la femme aimante qu'elle prétendait être alors qu'ils échangeaient des mots. Mon cœur s'est encore affaissé, c'était comme regarder mon monde s'effondrer devant mes yeux. Enfin, j'ai rassemblé la force de parler. J'ai demandé leur attention, demandant la chance de poser mes pensées et mes sentiments pour être entendu au milieu de leur trahison. Ils ont échangé des regards incertains, ne sachant pas comment répondre à ma demande d'équité. J'ai poussé le problème, insistant sur l'importance de me donner juste 30 minutes de leur temps. Après une certaine réticence, ils ont finalement cédé et ont pris leur place. Avec une facilité apprise, j'ai établi plusieurs réunions Zoom, une compétence que j'avais peaufinée pendant la pandémie de Covid-19. Alors que l'écran de la télévision clignotait à la vie, je m'adressais à Peter et Lou, demandant s'ils pouvaient m'entendre.
Une fois les présentations faites, j'ai stupéfié Angela et son compagnon en révélant la présence de Loubert, mon nouvel avocat de divorce, et Michael Browne, un avocat d'affaires. En laissant la parole aux avocats, Lou n'a pas perdu de temps pour définir la situation. Il a informé Angela, maintenant appelée Madame Harrington, qu'il me représentait dans notre divorce imminent et que les papiers avaient déjà été déposés. Il lui a donné un délai pour sécuriser sa propre représentation légale et s'est arrangé pour être signifié, avertissant des conséquences d'un non-respect. Lou a révélé que l'infidélité était citée comme la cause du divorce, soutenue par des preuves détaillées recueillies par un enquêteur privé documentant son aventure avec M. Browne. Leur choc était palpable alors que la réalité de la situation s'installait. Une fois que Lou eut terminé ses remarques, j'ai placé un second dossier Manila sur la table basse devant Angie, provoquant des réactions de surprise de leur part au son fort. J'ai informé qu'il contenait une copie de notre pétition de divorce, ainsi que le rapport de l'enquêteur privé. Alors que l'abruti tendait la main pour saisir le dossier, Angie a brièvement regardé en arrière vers l'écran. J'ai ensuite déclaré notre intention d'exiger l'application intégrale de l'accord prénuptial, mettant en avant sa révision régulière tous les 2 ans pour aligner avec les directives juridiques de l'État. Avec la signature d'Angela certifiée et notariée sur chaque mise à jour depuis 28 ans, j'ai exprimé ma confiance en sa force exécutoire. Ensuite, j'ai transmis la décision prise par le conseil d'administration de Harrington Brokerage la nuit précédente, qui déchargeait Angie de toute responsabilité d'entreprise, et rompait complètement son association avec ma société. J'ai détaillé le calendrier pour rendre sa voiture de société, annuler les cartes de crédit d'entreprise et de téléphone portable, et mettre fin aux adhésions à divers clubs. De plus, j'ai mentionné l'annulation des cartes de crédit conjointes et le gel des comptes financiers conjoints, le tout conformément à l'accord prénuptial. Nous avons ensuite détaillé notre demande pour une répartition de 80 à 20 des actifs en ma faveur, y compris la rétention de la maison libre et claire par moi-même, et avec la demande d'expulsion accélérée et une période de 30 jours pour qu'Angie retire ses biens personnels de la propriété. J'ai mentionné l'absence de pension alimentaire et de soutien aux enfants, et noté qu'il y avait des réclamations supplémentaires que l'avocat d'Angie pourrait expliquer. Lou a conclu en demandant s'il y avait quoi que ce soit qu'il avait négligé, à quoi j'ai répondu qu'il avait couvert tous les points essentiels, exprimant mon appréciation pour sa minutie. Alors que l'écran de la télévision devenait noir, Angie s'est immédiatement levée et s'est exclamé qu'il devrait attendre. Elle s'est tournée vers moi et a demandé de les ramener car elle avait des questions. J'ai répondu en lui informant que cela ne fonctionnait pas ainsi et qu'elle devrait engager son propre avocat pour obtenir des réponses. Angie a alors exprimé sa frustration, menaçant de me détruire. Avec un sourire, je me suis tourné vers son compagnon et ai demandé son avis juridique sur l'impact potentiel de ce développement dans le divorce. Son manque de réponse a poussé Angie à s'affaisser à nouveau sur le canapé, visiblement bouleversée. Je ne pouvais m'empêcher de sourire largement en agitant la télécommande devant elle avant de la pointer à nouveau vers la télévision. Alors que la seconde réunion Zoom commençait, je m'adressai à Jake et confirmai s'il pouvait m'entendre. Il a répondu en indiquant qu'il avait une conférence à laquelle assister et devait s'en tenir à des délais serrés. Il s'est alors tourné vers Browne pour lui annoncer son licenciement, déclarant que ses effets personnels seraient enlevés de son bureau et seraient laissés dans le hall avec un délai de 24 heures pour les récupérer avant leur élimination. Jake a mentionné qu'aucune recommandation ne serait fournie à Angela. Je pouvais sentir la peur d'Angela alors que la voix de son patron ralentissait et soupirait. Observant son tremblement, j'ai réalisé qu'elle était terrifiée. Malgré sa déception face au comportement d'Angela en tant que membre senior de son personnel, Jake a reconnu ses 29 années de service exemplaire. Cependant, il a annoncé que son poste à Hartford avait été éliminé et lui a proposé un rôle similaire dans leur établissement à Albany, New York. Il lui a donné une semaine pour décider du transfert et 30 jours pour finaliser la réinstallation. L'écran devenait de nouveau noir, laissant Angie en larmes tandis que son compagnon se laissa affaisser sur le canapé. Je pouvais voir le regard perplexe et amusé que j'adressais à l'abruti. Quand il m'a vu, sa colère a commencé à monter. Il était plus jeune, plus grand et, je pense, plus fort. Malheureusement pour lui, il était aussi stupide qu'un sac de pierre. Alors que l'abruti était sur le point d'exploser, j'ai une fois de plus agité la télécommande, en la pointant vers la télévision et en appuyant sur un bouton. L'écran s'est allumé et j'ai demandé, « Docteur Browne, pouvez-vous m'entendre ?» L'abruti et Angie sont restés sans voix. Ils étaient blancs comme des fantômes, leur bouche béante. Le visage d'une belle blonde remplissait l'écran. Cynthia s'est adressée à Michael,
lui informant qu'elle avait demandé le divorce et qu'il devrait s'attendre à être servi dans les jours à venir. Elle a déclaré son intention de rester dans le Michigan avec leurs enfants et a mentionné qu'elle avait réussi à conserver son poste à l'hôpital. Michael a supplié Cynthia de reconsidérer sa position, insistant sur le fait qu'il pouvait arranger les choses, affirmant que son aventure n'était qu'un coup d'un soir. L'expression de Cynthia, vue à l'écran, indiquait son dégoût. Cynthia a lâché une bombe, révélant les pertes d'emploi répétées de Michael dues à son infidélité. Son enquête supplémentaire, suite à la demande de Chris, a peint un tableau accablant. Elle a énoncé les noms des associés d'Angela, détaillant les aventures de Michael avec chacun d'eux. Angie est restée silencieuse pendant que Cynthia ridiculisait toute attente de réponse, déclarant que Michael n'était pas le bienvenu chez elle et demandant son adresse pour qu'il puisse récupérer ses affaires. Alors que l'écran devenait noir, la menace de Michael m'a fait ressentir un pic d'adrénaline. Sans hésitation, j'ai sorti mon Colt .45, le visant directement sur lui. La vue de l'arme semblait heurter physiquement Michael mais je n'ai pas bronché. J'ai établi les règles, lui laissant le choix, de partir ou de rester tranquille. Son silence était la seule réponse acceptable, et heureusement, il a choisi de se conformer. En me retournant vers l'écran, j'aperçus le visage de Angie strié de larmes, son angoisse évidente. C'était une vue déchirante qui suscitait en moi un mélange d'empathie et de détermination. Angie a révélé qu'elle avait consulté un conseiller au cours des 2 dernières semaines, ce qui l'a poussée à gémir et pleurer. Elle a exprimé sa frustration, remarquant avec ironie que malgré ses actions, c'était elle qui cherchait un soutien en matière de santé mentale. J'ai répondu par un rire, reconnaissant l'absurdité de la situation. Plus tard, j'ai rappelé à Angela une question perspicace posée par Dr. Water lors de notre séance de counseling. Elle a demandé si je comprenais le dicton « l'amour est aveugle », ce qui a résonné en moi. J'ai réfléchi à la façon dont mon amour pour Angie m'avait aveuglé à ses défauts, au point d'ignorer son infidélité. Malgré tout, j'ai communiqué la profondeur de mon amour pour elle, exprimant des doutes qu'elle trouve quelqu'un d'autre qui l'aime aussi intensément que moi. Angie, toujours visiblement bouleversée, a expliqué qu'elle avait l'intention de continuer à voir Dr. Water, soulignant l'importance d'avoir quelqu'un de confiance à qui se confier, surtout après une expérience si traumatisante. Elle a exprimé son incrédulité quant à l'humiliation et au mépris qu'elle a subi de quelqu'un qu'elle aimait profondément. Cependant, elle est restée optimiste, affirmant sa détermination à surmonter la douleur et à passer à autre chose. Angie a mentionné avoir discuté de ses plans de la journée avec Dr. Water, qui avait des réserves sur la vengeance, mais approuvait les 3 premières réunions Zoom comme forme de rétribution. Cependant, Dr. Water a déconseillé la prochaine réunion Zoom, craignant qu'elle ne retarde la récupération personnelle d'Angie en raison de la douleur émotionnelle qu'elle pourrait provoquer. Mais cela te paralysera. Alors que je levai la télécommande pour la 4e fois et la brandissais vers Angie, elle s'enfonçait dans le canapé. Dans une panique, je l'ai pointée vers la télé et appuyé sur le bouton. Tous les yeux étaient rivés sur l'écran, et lorsque le visage est apparu, Angie a exprimé sa détresse, murmurant de douleur. La fille de Chris, Kelly, a ensuite exprimé son amour pour son père, l'incitant à lui rendre son affection. Angie s'est exclamée, se demandant comment Chris pouvait la traiter si mal. Kelly a interrompu, révélant qu'elle avait surpris la conversation d'Angie avec son petit ami et était au courant de leurs actions et de leurs plans. Elle a exprimé sa déception et son dégoût à l'égard de sa mère, qualifiant ses actions de grotesques et pitoyables. Angie a tenté de se justifier, mais Kelly est restée ferme, affirmant que le comportement d'Angie était égoïste et égocentrique. Angela a exprimé sa profonde solitude à Kelly, expliquant à quel point elle lui manquait depuis qu'elle avait déménagé. Paraissant perplexe à l'écran, elle a demandé si Angela la blâmait pour ses propres problèmes. Angela a nié cette accusation, insistant sur le fait que ce n'était pas ce qu'elle voulait dire. Malgré la supplication d'Angela pour venir à Boston pour discuter, Kelly a rejeté cette idée, citant les projets d'Angela d'être avec son nouveau petit ami et leur célébration privée près de Cape Cod. Kelly a révélé sa grossesse et son intention de célébrer avec ceux qui apportent amour et bonheur, pas la négativité qui a consumé la vie d'Angela. Angela, affirmant son autorité maternelle, a exigé une invitation, mais Kelly a fermement refusé, recherchant une célébration dépourvue du tumulte qu'Angela représente. Pour la 4e fois, l'écran est devenu noir tandis qu'Angela était assise, visiblement troublée. Je me suis levé et ai discrètement placé mon pistolet à l'arrière de mon pantalon. J'ai annoncé que je sortais dîner et que je reviendrais dans 2 heures. M'adressant à Angela,
je lui ai demandé de rassembler ses affaires et ses essentiels, lui informant qu'elle ne serait pas autorisée à revenir tant que le tribunal n'aurait pas répondu à ma demande de divorce, un processus qui devrait prendre environ une semaine. En me tournant vers l'abruti, je lui ai rappelé mes capacités et lui ai donné 3 jours pour quitter l'État, avertissant de graves conséquences s'il restait jusqu'à lundi. Alors que j'ouvrais la porte d'entrée, je jetai un coup d'œil aux individus vaincus et mentionnai la supposée beauté du week-end à venir à New York. Deuxième histoire. Je m'appelle Jim Reynolds et j'ai maintenant 56 ans, mesurant 1,73 mètres, en maintenant une forme décente. J'ai été marié à Kelly pendant 22 ans, que je crois être ma partenaire de vie et d'âme. Kelly, 45 ans, avec des cheveux blonds, des yeux bleus, et mesurant 1,57 mètres, est faite pour faire l'amour. J'ai chéri les moments de sexe avec elle chaque fois que nous étions seuls, bien qu'il y ait eu des fois où elle ne m'a pas rendu l'appareil. J'ai passé 8 ans dans les forces spéciales juste après le lycée, maîtrisant les explosifs, suivi de 6 années en école d'ingénierie. Par la suite, j'ai créé ma propre entreprise, maintenant une entreprise de construction multimillionnaire. Peu de gens savent sur mon service militaire en raison des démons que j'ai combattus, ce qui a conduit à 4 années de counseling. Mon permis de pilote précède mon service militaire, mais Kelly ne m'a jamais fait confiance pour qu'elle m'accompagne pour des vols. Je suis tombé amoureux de Kelly dès le premier instant. Et nous nous sommes mariés 2 ans plus tard. Émanant d'anciennes richesses, son nom de jeune fille étant Moore, elle descend de Richard Moore du Mayflower. La famille de Kelly, cependant, me voyait comme un simple serviteur. Malgré cela, je n'ai ménagé aucune dépense pour elle, achetant une grande maison à Cambridge, dans le Massachusetts, avec un garage pour 4 voitures. Et une BMW. Nous avons 2 enfants, ou plus précisément, elle a 2 enfants, John, 21 ans, et le 19 ans, tous 2 à l'université. Je leur ai acheté chacun des BMW flambant neufs, et je possède un pick-up GMC 4 roues motrices de 10 ans. Il y a environ 6 ans, ils ont commencé à me maltraiter, révélant plus tard qu'ils ne me considéraient pas comme un membre de la famille. Ils n'écoutent pas mes paroles et font ce qu'ils veulent, n'écoutant que Kelly, leur mère. J'ai embauché John il y a 8 ans, pensant qu'il était mon meilleur ami, mais les enfants semblaient l'adorer. Environ 1 an plus tôt, Kelly a laissé sa boîte de réception ouverte par inadvertance, et ma curiosité m'a poussé à les lire toutes. À ma grande surprise, elle a professé avoir ressenti du dégoût envers moi depuis notre rencontre, un sentiment partagé par toute sa famille. Étonnamment, j'ai découvert que les enfants ne sont pas les miens, ils appartiennent à mon ex-meilleur ami John, une vérité qu'ils connaissent depuis environ 6 ans. À mon insu, John connaissait Kelly avant que je ne l'embauche, et cela les amuse. Mon fils Rick et John, mon ex-meilleur ami, trouvent de l'humour dans mon ignorance. En épousant Kelly, mon beau-père a insisté sur un contrat prénuptial, que j'ai signé. Il expire dans 2 ans et demi après 25 ans de mariage et inclut une clause d'infidélité stipulant que les traîtres partent sans rien. Un ami datant de mes jours militaires, Kevin, m'a mis en relation avec Paul, un expert en surveillance. Paul a mis en place un système où les emails de Kelly sont transférés à un compte privé à moi, ainsi que des copies des emails de mes enfants. Toute ma maison est câblée pour me permettre d'entendre leurs appels téléphoniques et j'ai des enregistrements vidéo. Sans l'intervention de Kevin, ma famille aurait pu faire face à de graves conséquences. Il m'a dissuadé de recourir à la violence et a suggéré des moyens de blesser ma famille émotionnellement, comme prendre leur argent, ternir leur nom de famille, et exposer publiquement leur déshonneur. John et ses amis se moquent de moi, bien au courant du contrat prénuptial et de l'affaire, attendant avec impatience l'arrivée de Tom, mon meilleur ami, pour prendre le relais. Je possède une vidéo de mon beau-père discutant d'un plan pour créer l'illusion que j'ai reçu un financement pour ma société de sa part. Leur stratagème implique que John prenne le contrôle de mon entreprise. Un plan qu'ils ont prévu depuis des années. Cela explique leur mouvement stratégique pour faire en sorte que John postule un poste dans mon entreprise et agisse comme s'il était mon allié le plus proche. Les seules personnes en qui j'ai réellement confiance sont mes anciens camarades militaires, et je suis reconnaissant de garder le contact avec eux. J'ai recruté Paul comme consultant informatique pour mon entreprise, et il a sécurisé son réseau, m'aidant à identifier les alliés et les ennemis. Cela m'a donné environ 1 an et demi pour me préparer à un divorce imminent. Pendant ce temps, j'ai assumé un rôle qui exigeait que je supporte une relation tendue, m'abstenant d'expressions d'amour et engageant une proximité physique uniquement pour donner le change. Réfléchissant à la façon dont elle m'a maltraité, j'ai intensifié ces rencontres pour infliger une détresse émotionnelle. Je m'assurais de le faire uniquement lorsque j'étais certain qu'elle n'avait pas été impliquée avec John,
envoyant souvent ce dernier en voyage d'affaires sans qu'elle ne s'en rende compte. Bien que je reconnaisse des écarts passés, je faisais semblant d'ignorer pour maintenir l'apparence que John demeurait mon plus proche ami. Pour l'humilier, j'ai engagé des rencontres publiques et mené discrètement des tests ADN révélant que nos enfants n'étaient pas biologiquement les miens, mais plutôt ceux de John. Leur plan complexe impliquait que John prenne le contrôle de l'entreprise après notre divorce, visant à m'exploiter et à me ridiculiser. En privé, j'ai rencontré un concurrent pour vendre mon entreprise à un prix réduit, car je faisais confiance à son honnêteté dépit de nos précédentes compétitions. J'ai expliqué mes raisons de vente, en veillant à la confidentialité parmi quelques personnes sélectionnées, y compris nos avocats. Le cabinet que j'ai engagé partageait mon mépris envers mon beau-père, un facteur clé dans ma décision de faire appel à leur service. Ils m'ont conseillé sur l'établissement d'un compte bancaire privé et d'un compte téléphonique. De plus, ils ont suggéré de convaincre Kelly et les enfants de louer des voitures au lieu d'en acheter de nouvelles, une proposition bien accueillie par tous ceux impliqués, assurant des mises à jour annuelles à moindre coût pour moi. Discrètement, j'ai commencé à emballer mes affaires et à les placer dans un entrepôt loué. Les gens riaient souvent soit devant moi soit dans mon dos. J'ai proposé à Kelly que nous commençons à déclarer nos impôts séparément et à transférer la maison uniquement à son nom à des fins fiscales. Pour réaliser cela, nous avions besoin d'une nouvelle hypothèque uniquement à son nom, un concept que sa famille entière soutenait, facilitant les choses pour elle afin de revendiquer la maison dans le divorce. Mon nouveau cabinet d'avocats a également recommandé cela pour protéger mon crédit. Malgré son désir d'amélioration domiciliaire, y compris une piscine creusée, je lui ai permis d'avoir ce qu'elle voulait, financé par une seconde hypothèque à son nom. Étant donné que la maison était désormais exclusivement à son nom, les prêts devaient également l'être. La moitié des fonds était destinée aux modifications qu'elle souhaitait, tandis que l'autre moitié se frayait discrètement un chemin vers mon compte privé, inaperçu. Je continuais à gérer toutes les factures, modifiant mes bénéficiaires d'assurance pour diriger les fonds vers des œuvres caritatives en cas de décès. J'ai vendu mon entreprise sans attirer l'attention, veillant à ce que les nouveaux propriétaires conservent tous les employés sauf John et ses associés. Dans l'année qui a suivi, tout était prêt pour mon départ. J'ai proposé de traiter toute la famille, y compris les beaux-parents et mon désormais ex-meilleur ami John, à un voyage de 2 semaines en Europe, un mouvement qu'ils ont probablement moqué dans mon dos, mais qui servait mon objectif. Surtout puisque Kelly réglait la facture. J'ai discrètement acheté 150 acres de terre en Alaska, accessible uniquement par avion, en utilisant ma licence de pilote caché. Des plans ont été établis pour un cabanon hors réseau sur pilotis et un abri pour avion, avec une entreprise engagée pour le construire, visant un statut prêt à emménager. Reconnaissant le délai plus long pour l'achèvement, j'ai également acheté une maison avec un grand garage de style grange. Ma résidence serait à Fairbanks, une maison simple où je pourrais garder un camping-car et avoir un endroit où rester lorsque je voulais voyager. Un ami militaire, qui partageait mon aversion pour mes beaux-parents, a enregistré un nouveau camping-car à son nom. Malgré sa réticence, j'ai insisté pour le compenser, lui et mes autres amis, pour leur aide. D'après les emails de Kelly, il croyait que j'étais naïf. J'ai cessé de payer la maison, leur voiture, les assurances et les services publics. Tout à son nom. Ainsi, son crédit serait affecté, pas le mien. Établissant une boîte aux lettres au nom de Kelly, j'ai fait envoyer toutes les factures là-bas, créant une illusion que je gérais leurs finances. Lorsque le divorce sera finalisé, son crédit sera impacté, et sans paiement de pension alimentaire due à un chômage, ils ne découvriront pas les détails de la vente de ma société. Tous les fonds sont allés vers un compte offshore, créant l'apparence que j'ai perdu la société au profit des nouveaux propriétaires. De plus, mon plan implique de disparaître. Juste avant le voyage, je les ai informés d'une urgence de l'entreprise, déclarant que je les rejoindrais plus tard. Leur manque de préoccupation et de bonheur concernant mon absence n'est pas passé inaperçu. La veille de leur départ, je me suis assuré que Kelly se souviendrait de moi intensément. En engageant des insinuations, j'ai poussé les limites pour la première et dernière fois, la laissant d'abord satisfaite mais finalement endolorie et en colère. Trop mauvais pour John, qui avait été impliqué avec elle pendant des années mais m'avait refusé les mêmes expériences. Une fois qu'ils sont partis pour l'Europe, je suis retourné à la maison, la laissant grande ouverte. Mon ami Paul a récupéré l'équipement de surveillance, et j'ai payé une entreprise de déménagement en espèces pour transporter mes affaires en Alaska. J'ai pris des essentiels comme des vêtements, des outils et du matériel de pêche, ainsi que des armes de mes jours militaires, soigneusement rangés jusqu'à mon arrivée. Laissant tous les meubles derrière, je m'assurais qu'ils ne découvriraient pas ma destination,
laissant aucun document mentionnant l'Alaska. Ne s'intéressant pas à la chasse ou à la pêche avec moi, restait inconscient de mes destinations habituelles. J'ai conservé mon ancien compte téléphonique pour garder Kelly dans l'ignorance de mon plan, prévoyant de le fermer dans environ un mois. Au départ, j'ai laissé mon ancien téléphone à un collègue, lui donnant pour instruction de ne pas répondre aux appels de ma femme tout en lui permettant de passer des appels pendant un mois. Par la suite, j'ai visité la maison de mes beaux-parents avec mes clés, allumant toutes les lumières. En utilisant l'ordinateur portable de Mike, j'ai publié sur un site web universitaire d'un événement de fête de cake d'une semaine chez eux, anticipant un potentiel chaos. Reconnaissant leur frugalité et leur préférence pour John, j'ai fermé tous les comptes bancaires et annulé les cartes de crédit de nos comptes, totalisant $50 000. J'ai vendu ma camionnette à un concessionnaire automobile et après 3 jours, je suis parti pour l'Alaska sans divulguer ma destination. En surveillant les événements à travers les emails de ma femme, personne, y compris ma femme, mes enfants, mes beaux-parents ou mon ex-meilleur ami, n'a fait d'effort pour s'enquérir de mon lieu de résidence. Il prenait plaisir à penser que tout était de ma responsabilité, ignorant que ma femme Kelly finançait tout. J'ai pris mon temps pour apprécier les paysages tout en traversant le pays, me fiant uniquement à des espèces liquides pour les frais. J'ai conduit jusqu'à Bellingham, Washington, sauté sur un ferry pour Valdez, en Alaska, puis continué vers Fairbanks, le tout sans avoir besoin de passeport. Quand j'ai atteint Washington, Kelly et sa famille étaient de retour d'Europe, trouvant leur maison et propriété détruites, complètement inconscients que j'avais orchestré cela. Étonnamment, ils n'avaient pas remarqué mon absence, se préoccupant davantage de leur maison que de mon départ. C'était la police, pas ma soi-disant famille, qui a commencé à s'enquérir de moi ce dimanche, un jour après leur retour aux États-Unis. Dédiant à mon avocat une procuration écrite pour mon divorce, je les ai informés que je me signalerais 2 semaines plus tard sans révéler ma localisation. Lundi matin, Kelly a reçu ses papiers de divorce pour infidélité. Bien que je veuille poursuivre John pour aliénation d'affection, la loi du Massachusetts l'interdisait en raison de nombreuses poursuites contre les politiciens d'État. Néanmoins, John et ses associés ont perdu leur emploi selon mon accord avec les nouveaux propriétaires de l'entreprise. Avec tous ses biens disparus, c'était dommage. Kelly s'est retrouvée à devoir plus qu'elle n'avait dans la banque, poursuivie par des créanciers, et ses voitures furent reprises. L'électricité et l'eau furent coupées. Les taxes foncières et les 2 hypothèques étaient en retard, forçant elle et ses enfants gâtés à emménager dans l'hôtel de ses parents puisque leur maison était complètement saccagée. Ses parents ont dû louer des voitures pour toute la famille. Éprouvant de l'empathie pour leurs difficultés, John a également dû emménager avec eux, suppliant les parents de Kelly pour une voiture de location. Ils sont passés de BMW à des véhicules moins impressionnants. Kelly et sa famille ont engagé des enquêteurs privés pour me retrouver, tandis que les avocats de Kelly essayaient d'attirer le divorce. Une manœuvre futile. L'affaire a attiré l'attention du public avec des résultats de tests ADN et des vidéos explicites circulant en ligne. Des enregistrements audio exposent la durée de l'affaire, l'implication de la famille, et leur plan pour me ruiner, m'humilier publiquement, saisir ma société, et leur mépris pour la classe moyenne. Des vidéos et des audios de sa famille soudoyant des politiciens et des fonctionnaires publics et maltraitant des individus honnêtes ont été diffusés sur divers sites web, le divorce a finalement pris fin. Le juge attribué à l'affaire a dû se récuser car il était l'un des fonctionnaires publics exposés et soudoyés. Bien que j'ai tenté de m'adresser aux enfants, ils m'ont ignoré. 5 ans plus tard, lors d'une visite à Boston pour finaliser des affaires anciennes, je me suis rendu dans un restaurant fréquenté par sa famille. Ils sont passés à côté de moi sans me reconnaître, arborant désormais de longs cheveux gris, une barbe, et en meilleure forme, j'ai demandé à mon serveur d'envoyer une bouteille de champagne à leur table. Toute la famille semblait avoir 20 ans de plus. Ils m'ont dévisagé, et après quelques minutes, Kelly a crié « Oh mon Dieu, espèce de fils de Grimalkin !» Elle m'a reconnu et a révélé mon identité à eux. John a tenté de me confronter, mais d'un coup, je l'ai mis KO. Quand son fils s'est approché, je l'ai maîtrisé, mais pas complètement. Kelly a couru, me réprimandant d'avoir ruiné sa famille et me lançant des insultes. La police est arrivée et m'a arrêté. J'ai demandé au serveur de contacter mon avocat, car je doutais que la police me le permette. Ils ont examiné les enregistrements de surveillance, confirmant mon interaction calme, et m'ont ensuite libéré. Les images montraient que j'envoyais du champagne et discutais calmement avec eux, soulignant ma position de légitime défense. Sans la prévoyance de mon avocat en me préparant à de tels incidents et à sécuriser des copies des enregistrements de surveillance,
je pense que la police ne m'aurait pas libéré, compte tenu de leur lien avec mon beau-père. Kelly a appelé ma chambre d'hôtel, demandant une conversation. Nous nous sommes rencontrés dans le hall de l'hôtel, veillant à ce que notre discussion soit enregistrée. Elle m'a demandé pourquoi j'avais pris de telles mesures contre elle et sa famille. Je l'ai regardée avec incrédulité, révélant calmement que j'avais découvert leur complot contre moi et agi de manière préventive. J'ai révélé ma connaissance de son aventure en cours avec John, me demandant pourquoi elle m'avait épousé si elle avait de la haine. Je me suis abstenu de mentionner la maison de Wired ou la surveillance de son email. Ils ont perdu leur maison et leur voiture, Mike a perdu sa maison et sa camionnette. Forcé de vivre chez ses parents, Kelly a minimisé ça comme rien de personnel, échappant initialement à sa famille. Elle a admis avoir trouvé du plaisir à me manipuler et à profiter de la situation impliquant John. Je lui ai demandé pourquoi elle ne m'avait pas divorcé lorsqu'elle avait rencontré John, et elle a prétendu que c'était initialement agréable, s'assurant qu'elle obtiendrait tout. Je suis resté là-dessus, retournant dans ma chambre sans commentaire supplémentaire. Le lendemain, je suis parti. Direction l'Alaska, pour savourer une vie paisible. Je les ai laissés lutter avec les ruines que j'ai causées dans leur vie, leur crédit, leurs finances, leur fierté et leur réputation, largement préférable à recourir à la violence. Ils devront vivre avec le rappel constant de moi. Merci de regarder et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles histoires.